Alain Quemin, que j'ai eu le plaisir de recevoir il n'y a pas tellement longtemps, 2 mois à Marseille, pour son dernier ouvrage, est professeur de sociologie de l'art de classe exceptionnelle à l'Université Paris 8 et membre senior de l'Institut universitaire de France. Il est chercheur au GEMAS, Paris Sorbonne Université, CNRS. C'est un ancien élève de l'École normale supérieure de Cachan et de l'Institut d'études politiques de Paris. Professeur agrégé de sciences sociales, il est docteur en sociologie de l'École des hautes études en sciences sociales, habilité à diriger des recherches de l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Il travaille sur la sociologie du marché de l'art, ainsi que des institutions et professions artistiques, des publics, mais aussi la globalisation artistique, sur la notoriété et sur la sociologie des œuvres. En 2021, il a publié Le Monde des galeries, art contemporain, structure du marché et internationalisation au CNRS, ouvrage pour lequel je l'ai invité récemment. Parallèlement, il exerce une activité régulière de journaliste critique d'art et il est membre de l'AICA, Association internationale de critique d'art. Et j'ajouterai que ce que tout le monde ne sait peut-être pas ici, mais que tout le monde de l'art sait, qu'il a été l'auteur d'une étude à la demande du ministère des Affaires étrangères en 1992, je crois, sur les artistes français à travers le monde, étude qui a eu un très très grand écho, parce que le constat était un peu consternant, je dois dire, et que cela a fait l'objet d'une page dans le journal Le Monde au moment de la Biennale de Venise à cette époque-là, et alors qu'en France, on était assez content de nous-mêmes, de notre art. On s'est rendu compte qu'aucun artiste français vivant, aucun artiste contemporain ne figurait dans les principaux musées internationaux du monde entier. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup Jean-Noël, à la fois pour cette introduction, puis également pour me proposer d'intervenir à nouveau aujourd'hui. Et comme vous l'avez dit, je crois vraiment que c'est la 4e ou la 5e fois que je viens dans les différentes occasions dont vous êtes responsable. Je voudrais donc vous remercier à chaque fois pour cette organisation au cordeau, et puis également, inévitablement, remercier votre épouse, parce que tout le monde sait bien que là où Jean-Noël Bray organise quelque chose, il y a toujours en backstage Caroline Bray, qui est tout aussi redoutablement efficace. Voilà, donc c'est mérité. Et puis également, si l'on revient, c'est parce que l'on est très sérieusement accueilli, et c'est quelque chose qui est très agréable. Donc j'interviens aujourd'hui en tout dernier, donc je vais intervenir de façon un petit peu décalée par rapport à mes collègues. Je suis doublement invité, donc invité ici dans le cadre de ces journées, mais également invité en tant que praticien d'un domaine quelque peu décalé par rapport à tous mes collègues, toutes mes collègues, historiens, historiennes d'art, puisque je suis moi-même sociologue de l'art, et donc je vais en profiter un petit peu pour, dans cette perspective légèrement extérieure, essayer d'expliquer un peu ce qu'est la sociologie de l'art, et puis militer également d'une certaine manière, en m'amusant un petit peu sur le thème donc, de ces rencontres, pour que l'histoire de l'art pour tous soit une histoire de l'art pour tous les chercheurs, toutes les chercheuses qui s'occupent donc d'art et de sciences sociales, pour montrer effectivement de quelle façon le dialogue peut être entretenu entre l'histoire de l'art et mon domaine de spécialisation, donc, qui est la sociologie de l'art. Alors, je vais partir du constat suivant. D'abord, essayer d'expliquer un petit peu ce qu'est la sociologie de l'art, puisque je dois tout vous dire, je vais vous faire une confidence. Lorsque je prends le taxi, et souvent quand les chauffeurs me demandent ce que je fais, je dis d'abord, je suis universitaire, puis après ils me disent immédiatement la question suivante, c'est mais dans quelle discipline? Et pendant très longtemps, je disais, je suis sociologue. Alors les gens, inévitablement, pensent que je travaille sur des choses un peu tristes, les banlieues, la violence, etc. Voilà. Et donc j'ajoute après, ah non, pas du tout, et je leur dis de l'art. Et là, je vois que les gens disent, ah, c'est intéressant.
Voilà, donc c'est-à-dire qu'il n'arrive pas du tout à imaginer ce que peut être la sociologie de l'art. Et donc, au bout d'un moment, en me disant que c'était quand même assez violent, finalement, de se présenter auprès de gens en leur donnant une fonction qu'ils n'arrivent pas véritablement à associer à un univers de recherche ou à un univers de pratique, quel qu'il soit. Souvent, pour gagner du temps, je dois vous dire, je me présente comme historien de l'art, voilà, et j'ajoute contemporain. Alors là, je me rends compte que ça les perturbe également beaucoup. Comment on peut faire de l'histoire de l'art tout en travaillant sur la période contemporaine, mais en tout cas, j'avais l'impression que c'était quelque chose qui était déjà plus facilement compréhensible. Alors après, parfois, quand je suis amené un petit peu à me présenter véritablement comme sociologue de l'art, pour que les gens comprennent ce que peut être la sociologie de l'art, mais qui n'est pas du tout mon domaine de spécialisation, eh bien, pour faire très rapide, on peut simplement faire le lien avec ce qui a été dit hier. Par exemple, toutes les enquêtes sur les publics, la fréquentation, tout ça, c'est un domaine très classique en sociologie de l'art. Il se trouve que moi-même, je travaille sur le marché de l'art, la construction de la valeur. Donc ils sont des objets un petit peu différents. Mais enfin, je pense quand même que déjà, vous êtes un public cultivé auquel il est plus facile de faire comprendre ce qu'est donc la sociologie de l'art. Mais je vais essayer justement de montrer un petit peu les liens qui peuvent exister entre mon domaine de spécialisation donc, et cette discipline qui est l'histoire de l'art. Alors, comme vous le savez, comme on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises depuis hier, l'histoire de l'art est donc une discipline qui s'ancre dans une pratique déjà ancienne, a fortiori, si l'on en considère les prémices. Probablement que la superstar de ce colloque, sans grande surprise, a été Vasari, que l'on a évoqué à plusieurs reprises depuis hier et puis encore également ce matin, donc au XVIe siècle, hein, avec la vie des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes, et puis également dans ses grands ancêtres, dans ses grands pères fondateurs de l'histoire de l'art, eh bien, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, il y a également donc l'allemand Joachim Winckelmann, et donc c'est une discipline qui est constituée d'assez longue date, surtout si on voit donc justement ses origines les plus lointaines. Comparativement, la sociologie est donc une discipline relativement jeune, beaucoup plus récente, puisque vous savez peut-être que le terme même de sociologie a été inventé en 1830 par un auteur qui n'était évidemment pas encore un sociologue, puisque la discipline n'existait pas, mais qui a eu un pressentiment, qui est donc Auguste Comte, qui était un ingénieur, qui était un penseur, un philosophe, et qui dans son cours de philosophie positive a créé le terme donc de sociologie. Et en vérité, la discipline sociologique ne s'est véritablement créée, institutionnalisée que durant la seconde moitié du XIXe siècle. Donc c'est une discipline qui est nettement plus récente que l'histoire de l'art. Ce qui est intéressant, c'est que dès les débuts de la sociologie, dès que les premiers penseurs, les premiers auteurs ont commencé à se pencher sur justement les faits sociaux, comment les intégrer, comment les analyser dans une perspective donc sociologique, eh bien l'art est apparu comme un objet légitime. Et à l'époque, on ne parlait pas véritablement, on ne parlait même pas du tout de sociologie de l'art. Les premiers temps, on a plutôt parlé de sociologie esthétique. Donc, sociologie esthétique, le premier auteur qui est totalement oublié aujourd'hui, mais qui convient quand même de citer par justice, a écrit en 1889 donc, un ouvrage qui s'appelle « L'art au point de vue sociologique », et cet auteur s'appelait Jean-Marie Guyot. Et il cherchait à expliquer les œuvres en les rapportant à leurs conditions matérielles de production. Seulement, Jean-Marie Guyot, quand on lit, malgré ce titre, l'art au point de vue sociologique, la perspective adoptée était très peu sociologique. C'est simplement qu'il a existé une mode à la fin du XIXe siècle qui faisait que la sociologie était une discipline hot, était une discipline donc vraiment très appréciée. Et donc les gens, même quand ils ne la pratiquaient pas vraiment, aimaient s'en réclamer. Ce qui peut se rapporter en particulier à des conditions politiques. À la fin du XIXe siècle, la Troisième République est un régime progressiste, donc est au pouvoir en France, et elle favorise justement les sciences sociales, et la sociologie est alors la reine des sciences sociales. Alors pourquoi est-elle la reine des sciences sociales ? Eh bien parce que parmi les grands pères fondateurs de la discipline se trouve le français Émile Durkheim. Émile Durkheim, donc simplement pour citer ses dates, c'est pas la peine de les retenir, qui est né en 1857, qui est décédé en 1918. Et Émile Durkheim, donc lui-même, était par conviction politique un républicain progressiste, fils de rabbin, mais extrêmement laïque. Et donc, il a eu une audience intellectuelle très forte. Il a notamment créé une revue en 1896 qui s'appelle l'Année sociologique. Et dès donc, qu'il a créé son œuvre dans les années 1890, cette revue est créée en 1896 et il crée une rubrique qui s'appelle Sociologie esthétique.
Donc, ce qui était assez troublant, c'est de voir que très rapidement, finalement, l'art est perçu comme pouvant faire l'objet d'une analyse sociologique. Et parmi les contributeurs de cette section, dans cette revue qui existe encore aujourd'hui, l'année sociologique, on compte son neveu, Marcel Mauss, qui, lui, est le père de l'ethnologie française. Donc, vous voyez, les sciences sociales en France, c'est une affaire de famille. Émile Durkheim, l'oncle, crée la sociologie française, et son neveu, Émile Durkheim, crée l'ethnologie française. Et parmi les disciples de Durkheim, donc Durkheim était normalien, philosophe de formation, avant donc de créer la sociologie française. Et parmi ses disciples, on compte également un autre auteur qui s'appelle Charles Lalo, qui était un philosophe spécialiste d'esthétique et qui a publié donc en 1927 un ouvrage qui s'intitule L'art et la vie sociale. Donc on voit bien, à travers tout ce que je vous ai indiqué précédemment, que lorsque la sociologie esthétique, comme l'on disait alors, a émergé en France, elle se rattachait ou elle se rapprochait non pas de l'histoire de l'art, elle était très proche de la philosophie de l'art, de l'esthétique. Et donc ça renvoie à la présentation extrêmement intéressante que nous avons eue ce matin. L'autre grande tradition qui a véritablement contribué à l'émergence de ce qui allait devenir ultérieurement une sociologie de l'art, est donc toute la tradition qui remonte à Karl Marx. Alors Karl Marx, là, même pas besoin de regarder mes notes, mon anti-sèche, 1818-1883. Donc Karl Marx, le grand penseur du XIXe siècle, probablement l'auteur dont l'œuvre a le plus influencé l'histoire de l'humanité. C'est quand même assez fascinant de penser qu'avec la manifeste du Parti communiste en 1848 et avec le Capital à partir des années 1860, eh bien, il a quand même eu une influence sur l'existence de millions, de milliards de personnes avec la révolution russe, la révolution donc maoïste en Chine, tous les régimes qui à un moment ou à un autre ont été des régimes communistes inspirés du marxisme, donc penseur immense du XIXe siècle. Karl Marx lui-même, donc philosophe, économiste, activiste politique, donc également sociologue. Il a très peu écrit sur l'art, mais il a produit toute une école qui a cherché à expliquer donc les phénomènes de pensée et notamment tout ce qui est lié à la création par les conditions matérielles de production et notamment par le système économique, ce que Karl Marx lui-même appelle le mode de production. Alors on pourrait citer également deux autres pères fondateurs sur lesquels je ne m'appesantirai pas, donc de la même époque, qui sont Max Weber et également Georg Simmel, donc deux auteurs de nationalité allemande, et qui ont, dès les débuts, donc au tournant du XXe siècle, pendant les années 1910-1920, également écrit sur l'art dans une perspective sociologique. Alors quand même le plus important, c'est effectivement ce contexte national allemand qui a donné lieu à toute une tradition de sociologie d'influence marxiste, avec des auteurs comme Horkheimer, Walter Benjamin, dont on parlait tout à l'heure, avec Adorno, ou même encore plus récemment, Jürgen Habermas, donc qui ont véritablement cherché à expliquer les œuvres d'art dans cette perspective très inspirée par Karl Marx, ou encore des auteurs non pas allemands, mais influencés parce qu'ils étaient d'Europe centrale par cette tradition germanique, des auteurs donc, comme Georg Lukács ou Lucien Goldman. Donc, durant toute la première moitié du XXe siècle, outre la tradition marxiste, et c'est là qu'on va donc maintenant en venir à la discipline qui nous intéresse dans le cadre de ce colloque, il a existé une production qui s'est, elle, caractérisée par une beaucoup plus grande incertitude, une beaucoup plus forte incertitude disciplinaire. Quand les auteurs écrivaient sur l'art, la dimension proprement sociologique de leurs travaux était généralement dans cette mouvance-là, dans cette seconde mouvance, beaucoup plus discutable. Et la meilleure illustration de cela résiste sans doute dans les travaux d'un historien français, un historien de l'art que l'on connaît mais qui aujourd'hui est assez mal aimé, et ce n'est pas complètement injuste, et qui est Pierre-Franck Castel. Donc Pierre-Franck Castel, qui est né en 1900, qui est décédé en 1970. Donc Pierre-Franck Castel, qui on a un peu tendance à l'oublier aujourd'hui, qui a joué un rôle institutionnel important, puisque c'est lui qui était le titulaire de la chaire de l'école pratique des hautes études, sur laquelle je vais revenir rapidement. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est lui qui, lorsqu'il a occupé cette chaire, qui était en fait de facto une chaire d'histoire de l'art à l'école pratique des hautes études, en 1948, l'a intitulée « Chaire de sociologie de l'art ». Et aujourd'hui encore, il existe toute une incertitude, des débats parmi les sociologues de l'art pour dire, mais Pierre-Franck Castel, puisqu'il a créé cette expression, jusque-là on parlait surtout de sociologie esthétique, c'est lui qui a créé donc l'expression qui s'est imposée par la suite de sociologie de l'art.
Pierre Francastel se revendiquait de la sociologie de l'art, mais était-il réellement sociologue de l'art? Alors, nous avons des débats avec mes collègues. Je ne sais pas si mes collègues historiennes de l'art lisent encore Pierre Francastel, mais ça tombe sincèrement des mains, quoi. C'est très confus, c'est quelque chose qui n'est pas très enthousiasmant. Il y a d'autres auteurs qui ont beaucoup plus résisté au passage du temps. Donc, toutes les contributions à la sociologie de l'art de la fin du XIXe siècle et qui ont suivi donc dans une perspective marxiste ont laissé très peu en fait de filiation aujourd'hui. Tout s'est arrêté à la fin des années 50 et la tradition donc qui était en quelque sorte portée à partir de la fin des années 40 et durant les années 50, qui était incarnée par Pierre Francastel et par tous ses disciples également, elle a été complètement balayée, cette double tradition, durant les années 1960, avec une double refondation de la sociologie de l'art, double refondation qui s'est produite en France. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, même internationalement, la sociologie de l'art française reste très influente, parce que justement, il existait donc tous ces courants autour de la sociologie esthétique, avec donc, comme j'ai essayé de le souligner, cette double tradition, mais les bases ont été complètement renouvelées dans les années 1960 avec deux auteurs. Donc, on va commencer par les dames. Donc, Raymonde Moulin, qui était ma directrice de thèse, qui est née en 1924 et qui est décédée en 2019, donc qui a une longue existence, puisqu'elle a vécu donc pendant 95 ans, mais aussi et surtout le plus connu internationalement, qui aujourd'hui encore est l'auteur de sciences sociales le plus cité dans le monde entier, qui est Pierre Bourdieu. Donc, Pierre Bourdieu, qui est né en 1930 et qui est décédé en 2002. Et en 1966, Pierre Bourdieu a publié avec Alain Darbel son très grand livre « L'amour de l'art, les musées d'art européens et leur public », qui a véritablement révolutionné la façon dont on a conçu les enquêtes sur les publics des musées et qui venait complètement remettre à plat tout ce que l'on pensait jusqu'alors sur les publics des musées. Et donc 1966, Pierre Bourdieu et Darbel, L'amour de l'art, cette grande enquête qui a eu un retentissement considérable. Je me souviens, il y a quelques années, je me suis entretenu avec Jean-Hubert Martin, et Jean-Hubert me racontait que quand il était jeune conservateur au centre Georges Pompidou, donc ouvert en 1977, on avait demandé à tous les jeunes conservateurs qui il voulait faire venir pour justement repenser la façon de concevoir le rapport au public. Et Jean-Hubert Martin m'avait dit, mais nous étions tous unanimes, celui que nous voulions tous rencontrer, c'était Bourdieu. Voilà, donc, et ce qui est très amusant également, pour les 30 ans du Centre Pompidou, le Centre m'avait commandé un texte de recherche sur la façon dont il avait produit en interne ses propres rapports sur les publics, la façon dont les publics du Centre avaient évolué, et le Centre Pompidou ne reprenait pas les catégories officielles de classification de la population française en termes de profession et catégories sociales, mais il reprenait des catégories très théoriques empruntées aux travaux de Pierre Bourdieu, tellement Pierre Bourdieu avait irrigué par sa pensée toute la pratique des directeurs, des conservateurs du Centre Pompidou. Voilà. Et donc, en 1967, Raymonde Moulin publie donc son ouvrage majeur, qui est Le marché de la peinture en France, et qui va donc aborder un phénomène qui jusqu'alors est considéré comme étant uniquement économique, la valeur de l'art, dans une perspective sociologique. C'était sa thèse d'État, donc c'est une recherche qu'elle a faite sur une dizaine d'années. Donc vraiment pratiquement la même année, 1966 et 1967, ces deux sociologues français, une Française et un Français, donc vont avoir des travaux qui vont complètement redéfinir la façon dont on conçoit la sociologie de l'art et dont on va la pratiquer de façon désormais extrêmement empirique. Donc extrêmement empirique en menant des enquêtes auprès des publics, donc en particulier pour Bourdieu, et puis des enquêtes sur le marché de l'art, en allant interroger les galeristes, en allant interroger les artistes, en envoyant des questionnaires, aussi bien pour Bourdieu que pour Raymonde Moulin. Donc une conception de la sociologie beaucoup plus pratique, beaucoup plus engagée dans l'expérience des acteurs que cela ne se pratiquait jusqu'alors. Et les deux auteurs, sans se concerter, ont encore récidivé en publiant tous les deux un autre ouvrage majeur pour la sociologie de l'art en 1992. Donc Raymonde Moulin publie L'artiste, l'institution et le marché, qui est probablement son chef-d'œuvre, l'ouvrage qui a le mieux résisté aujourd'hui. Et puis Pierre Bourdieu publie, lui, un ouvrage qui s'intitule Les règles de l'art. Il a publié ensuite à titre posthume, donc Les règles de l'art qui parlent de Flaubert et de la redéfinition du champ artistique au XIXe siècle. Et il a publié ensuite à titre posthume un ouvrage assez proche par la pensée, mais qui s'applique cette fois-là à Manet.
Alors, la sociologie de l'art, elle s'est très nettement institutionnalisée en France à partir des années 1980, et en particulier avec un grand colloque qui a été organisé par Raymond de Moulin, mais qui rassemblait tous les chercheurs qui commençaient à se mobiliser autour de cette discipline clairement refondée durant les années 60. Et ce colloque, donc en 1985, s'est tenu à Marseille. Voilà. Alors, je vous l'ai dit, la sociologie de l'art a été complètement refondée dans les années 60, mais comment s'est-elle positionnée par rapport à l'histoire de l'art, qui, elle, était une discipline clairement constituée à l'époque, et justement, comment allait-elle prendre position? Alors, je vous ai dit que Pierre Francastel était alors un historien de l'art très reconnu. Je pense qu'aujourd'hui, on a tendance un petit peu, comme il n'a pas véritablement fait école, et pour cause, et comme ses travaux étaient probablement moins solides que ceux de certains de ses collègues, on a un petit peu tendance à oublier le rôle institutionnel important qu'il a joué. Donc, pour aller rapidement, on peut dire que Pierre Francastel est un véritable repoussoir, aussi bien pour Raymond de Moulin que pour Pierre Bourdieu. Alors, pourquoi un véritable repoussoir? Eh bien, Raymond de Moulin n'avait aucune estime pour Pierre Francastel et pour ses travaux. Donc, là, comme j'étais très proche d'elle, elle me le disait très ouvertement. Auteur assez confus et qui empruntait en réalité très peu à la sociologie comme discipline. Et quant à Pierre Bourdieu, lui, il méprisait franchement Pierre Francastel. Alors, celles et ceux d'entre vous qui ont peut-être lu L'amour de l'art, et en fait, c'est un ouvrage qui est facile à lire par rapport à certains autres ouvrages de Pierre Bourdieu, qui doivent à peu près 150 pages. Et il y a quelque chose qu'il faut absolument lire, c'est la première page de L'amour de l'art, qui en fait est une introduction complètement à charge contre Pierre Francastel. Et donc, Pierre Bourdieu, le résultat principal des grandes enquêtes qu'il a menées avec toute son équipe durant les années 60, montrait que nous sommes tous convaincus d'aimer l'art, et nous sommes tous convaincus que quand nous voyons un tableau, ça me parle, j'aime, parce que c'est lui, parce que c'est moi, oui, c'est un langage vraiment amoureux, parce que ce peintre, ça me parle. Et puis finalement, ce que montrait Bourdieu et son équipe, c'est que même si on est convaincu de cela, eh bien finalement, nos caractéristiques sociales expliquent en grande partie, pour parler en termes sociologiques, déterminent en grande partie nos goûts esthétiques. Donc, pour aller un peu vite, le goût majoritaire en France, ça va être, par exemple, les artistes impressionnistes. Pendant très longtemps, en tout cas à cette époque-là, c'était cela. Et puis, les gens de milieu populaire, en fait, ce qu'ils aimaient, comme les peintres impressionnistes, même pour eux, ce n'était pas assez léché, ce n'était pas un travail suffisamment sérieux. Et puis, comme ils n'avaient par ailleurs pas énormément de connaissances, de compétences, eh bien, ils aimaient ce qu'ils voyaient dans le dictionnaire. Et ils aimaient les peintres qui travaillaient sérieusement. Donc l'exemple de l'artiste qui travaille sérieusement, dont les tableaux quand même, c'est bien fait, eh bien c'était par exemple Léonard de Vinci. Si vous demandez à des gens absolument dépourvus de diplôme à l'époque, qu'est-ce que vous aimez? Ils vont dire Vinci, c'est bien, c'est sérieux, d'accord? Et puis tout en haut de l'échelle sociale, vous aviez à l'époque donc les gens qui, pour se distinguer, Pierre Bourdieu a été très marqué par la distinction, allaient vous citer des artistes pointus que les autres ne connaîtraient pas. J'adore Bronzino. Pour aimer Bronzino, il faut déjà avoir certaines connaissances en histoire de l'art, ou alors également très classique dans les milieux intellectuels cultivés, tous les artistes incarnant une forme de radicalité, de rupture. Mondrian, j'adore. D'accord ? Et à chaque fois, les gens, donc, ce qui est assez amusant, ce que soulignait Bourdieu et son équipe, c'est que les gens ont l'impression qu'en donnant des goûts aussi radicaux, entre guillemets, il faut se remettre quand même dans le contexte de la France des années 60, ils exprimaient une forme de liberté totale, puisqu'ils allaient exprimer des goûts qu'ils jugeaient comme étant des goûts libérés du goût majoritaire, mais en citant ces exemples-là, en fait, ils ne faisaient que illustrer le goût du groupe auquel ils appartenaient véritablement. Et qui les poussait, comme aujourd'hui, bien entendu, l'art contemporain est un art qui est beaucoup plus prisé par les milieux les plus avant-gardistes, mais qui ont bien souvent effectuer des études poussées, parce que pour aimer l'art contemporain, il faut toute une prédisposition qui s'acquiert socialement. Le goût est une affaire d'éducation. Et donc le meilleur facteur prédictif des pratiques culturelles, c'était donc découvert à l'époque de Bourdieu, mais ça s'est toujours vérifié encore aujourd'hui, et ça renvoie à des choses que nous avons abordées à plusieurs reprises durant ce colloque, eh bien c'est le facteur diplôme. Donc à chaque fois on aime, j'adore tel artiste, oui, mais j'adore tel artiste parce que j'ai les moyens intellectuels, cognitifs, de pouvoir apprécier tel artiste. Et donc ce qui m'amuse beaucoup, c'est comme j'étais très proche de Raymond de Moulin, elle me faisait des confidences sur la façon dont elle avait parfois assisté à certaines réunions avec donc l'équipe de Pierre Bourdieu. Et Pierre Bourdieu, donc, quand il trouvait des résultats, était
complètement excité. Elle me disait, il jubilait littéralement parce que Pierre Francastel pensait que l'amour de l'art se recevait en grâce, qu'il y avait des gens qui étaient prédisposés naturellement à aimer l'art et qu'il y en avait d'autres qui, de toute façon, étaient trop éloignés de l'art et qui n'y arriveraient jamais. Et Bourdieu montrait bien qu'en fait, l'amour de l'art est une prédisposition sociale. Et donc, à chaque fois qu'il y avait des résultats d'enquête, alors ils avaient enquêté sur des tas de musées à Paris et dans les différentes régions, et à chaque fois que les résultats remontaient, Raymond de Moulin disait, Bourdieu était complètement fébrile, et il disait, super, ça va emmerder Francastel. Voilà. Et donc, toute cette première page, si vous la lisez, si vous avez cette clé pour lire la première page de l'amour de l'art, la première page, c'est une tirade contre Pierre Francastel pour emmerder Francastel. Et même le titre, L'amour de l'art, est un titre complètement ironique pour montrer que ce que l'on vit sur le registre de l'amour est en fait complètement déterminé socialement par notre appartenance, comme dirait Bourdieu, de classe, et comme on dirait davantage aujourd'hui, et donc par une appartenance en termes de catégorie sociale. Donc, à partir du moment où il y a eu ce divorce initial entre Pierre Bourdieu, Raymond de Moulin, d'une part, qui eux-mêmes étaient d'ailleurs en rivalité, mais qui se retrouvaient dans cette aversion pour Pierre Francastel, le divorce allait-il être consommé entre sociologie de l'art et histoire de l'art. Et donc, fort heureusement, il n'en a rien été. Alors, on peut essayer de comprendre pourquoi. Donc, aversion de Pierre Francastel, mais qui n'entraîne pas pour autant un rejet de l'histoire de l'art comme discipline. C'est une certaine forme d'histoire de l'art, donc cette histoire de l'art un peu molle pratiquée par Pierre Francastel, même s'il était très influent à l'époque, qui a été donc la réaction de ces deux auteurs majeurs pour notre discipline, majeurs à l'époque dans les années 60, mais majeurs encore aujourd'hui par la filiation qu'ils ont laissée. Et bien tout simplement parce que Raymond de Moulin et Pierre Bourdieu avaient un respect fort pour la perspective historique. Alors, pour des raisons qui peuvent également s'analyser d'une certaine façon sociologiquement, à l'époque de Pierre Bourdieu, dans les années 60, donc la sociologie était très peu institutionnalisée, et tous ceux qui sont devenus par la suite les plus grands sociologues français, et souvent également des sociologues de rayonnement international, passaient par l'école normale supérieure et également passaient par l'agrégation de philosophie. Mais bien qu'ils passent par l'agrégation de philosophie, Raymond de Moulin, elle, était une exception, et elle était agrégée d'histoire. Donc Raymond de Moulin avait fait l'équivalent de sa maîtrise à l'époque sur la place de la femme dans la cité grecque antique. Et donc Raymond de Moulin était une historienne de sensibilité propre. Et Pierre Bourdieu, lui, donc, était ancré dans cette tradition philosophique, mais Pierre Bourdieu a toujours beaucoup insisté dans ses travaux sur la dimension génétique. Donc dimension génétique, pour bien comprendre un phénomène social, il faut comprendre également comment il s'est construit historiquement. Et donc, si l'on s'intéresse à des phénomènes en lien avec l'art, eh bien, il va falloir adopter cette perspective. Alors, comme je vous l'ai dit, moi-même, j'ai travaillé avec Raymond de Moulin. Raymond de Moulin, qui simplement également, je l'ai marqué sur mes notes, je peux le citer également, qui avait elle-même été l'élève de Raymond Aron et qui a donc dirigé son centre, qui s'appelait Centre européen de sociologie historique. Donc, on voit bien comment, dans sa tradition, l'histoire était complètement légitime, était complètement intégrée. Donc j'ai fait ma thèse avec Raymond sur la profession de commissaire-priseur. À l'époque, j'étais assez loin du monde de l'art contemporain, mais c'était au tout début des années 90, et l'art contemporain, on a tendance à l'oublier aujourd'hui, n'avait pas pris la place énorme qu'il occupe aujourd'hui dans la vie artistique internationale en particulier. Et donc, quand j'ai étudié les commissaires-priseurs, et notamment la mutation de la profession à la fin des années 80 et au tout début des années 90, eh bien, il était impossible, en fait, de comprendre ce qui était en train de se passer sans remonter dans le temps à l'histoire de la profession et au statut qui était hérité en grande partie du XVIe siècle et même pour les plus lointains éléments au XIIe siècle. Donc, vous voyez, en tant que sociologue, si je voulais comprendre ce qui se passait dans les années 90, je ne pouvais pas le comprendre sans adopter une perspective historique. Et puis, quand j'ai étudié donc, dans un ouvrage ultérieur les stars de l'art contemporain, eh bien, je me suis intéressé au classement d'artistes. Alors aujourd'hui, c'est le Kunstkompass, c'est le classement Artfacts, donc des classements qui sont très élaborés, mais en fait, les très lointains ancêtres de ces palmarès d'artistes, eh bien, c'est déjà Vasari, avec la vie des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes, qui essaye d'évaluer le travail des artistes et qui vous explique pourquoi l'un est bon ou pas bon, mais surtout, c'est le travail de Roger de Pile, donc un Français du début du XVIIIe siècle, qui a publié donc, un cours de peinture par principe en 1708, et cet historien de l'art
avant la date, critique d'art, historien de l'art, précurseur de l'histoire de l'art, donc Roger de Pile, attribuait des notes sur 20 à Raphaël, à Vinci, à Rembrandt, etc., sur 4 critères, voilà, et il les jugeait, un peu comme on mettrait des notes voilà, sur les copies des étudiants, et quand même, il n'a jamais eu l'idée de calculer une note moyenne. Donc, il considérait que les 4 critères, alors il y avait la couleur, la composition, l'expressivité, et il y avait un 4e critère qui m'échappe sur le moment, voilà, mais il n'a jamais fait la somme des 4, mais en tout cas, si on l'avait fait soi-même, on aurait pu après ordonner du plus grand artiste de l'époque, le plus grand artiste, c'est très drôle quand on regarde ça. J'incite toujours mes collègues historiens, mes collègues historiennes d'art à regarder, voir comment un homme du début du XVIIIe siècle pouvait juger, à partir de ces 4 critères, les artistes soit qui lui étaient contemporains, soit qui l'ont précédé. Et puis dans mon ouvrage le plus récent, donc, que j'étais venu présenter ici à Marseille également, comme les stars de l'art contemporain, Marseille étant donc un point de passage obligé pour les universitaires de la France entière, eh bien dans le monde des galeries, où je m'intéresse à la figure des galeristes notamment, donc les galeristes d'art contemporain, il était impossible d'analyser ce qu'ils font aujourd'hui, le rôle qu'ils jouent dans la valorisation de l'art, sans m'intéresser également à la figure donc de Paul Durand-Ruel, qui, à la fin du XIXe siècle, a complètement révolutionné la figure du galeriste. Pour dire les choses rapidement, avant Paul Durand-Ruel, c'était la demande qui était primordiale, c'est-à-dire que ceux qui n'étaient pas encore les galeristes, les marchands d'art, allaient chercher à satisfaire le goût de leur public. Et Paul Durand-Ruel est arrivé et a opéré une véritable révolution symbolique, mais également révolution marchande. Et il a décidé que c'était lui, en tant que marchand, on ne disait pas encore galeriste à l'époque, mais le terme s'est imposé progressivement, qui allait décider ce qu'il était légitime d'acheter pour les collectionneurs, et que cela prendrait le temps que cela prendrait, mais qu'il allait leur imposer son goût. Et aujourd'hui, on voit bien que le marché de l'art contemporain est en grande partie un marché d'offres, beaucoup plus qu'un marché de demande. Le marché des chromos, des œuvres qui sont destinées à être décoratives, etc. On va vous dessiner une petite prairie, des fleurs, etc., un bouquet, ce qu'on voit parfois dans les magasins d'encadrement. Ça, c'est un marché donc, de demande. Mais le marché de l'art contemporain, plus les œuvres seront radicales, plus les œuvres seront difficiles à comprendre, et plus le rôle d'accompagnement du galeriste sera important. Et donc, bien entendu, comme à l'époque, il était le premier à introduire ce modèle-là, Paul Durand-Ruel n'a pas été immédiatement compris, mais ce qu'il a fait, il a stocké les œuvres pendant des années, des décennies, et il a préparé peu à peu le marché à accepter son propre jugement. Voilà, donc ça c'est une chose très importante, et on ne peut guère comprendre ce que sont les galeristes d'art contemporain aujourd'hui si l'on ne comprend pas le rôle donc radical qui a été joué par Paul Durand-Ruel. Alors aujourd'hui, de cette façon-là, donc je vous ai dit également, la sociologie bourdieusienne également, elle est très sensible à la perspective génétique. Elle considère qu'il faut analyser les faits sociaux historiquement pour pouvoir les comprendre. Et bien entendu, Pierre Bourdieu, lorsqu'il a fait de la sociologie de l'art, il s'est intéressé, je vous ai dit, à Flaubert dans une perspective littéraire et dans une perspective donc d'art visuel. L'auteur qui l'a le plus, l'artiste qui l'a le plus intéressé, ça a été Manet. Donc on voit bien comment il a contribué d'une certaine façon à porter un regard théorique sur l'histoire de l'art. Alors, depuis les années 60 également, ce qui a favorisé ce rapprochement, c'est que l'histoire de l'art, elle a également énormément évolué. On ne fait plus du tout de l'histoire de l'art aujourd'hui, comme on l'a pratiqué encore dans les années 1960, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça ne passe plus de faire une analyse uniquement internaliste de l'art, où on aurait donc des artistes qui se succéderaient, où on étudierait, où on analyserait les œuvres uniquement pour elles-mêmes, sans faire référence au contexte qui les a vus naître, qui permet de les expliquer. L'histoire de l'art, elle est aujourd'hui très marquée par une perspective d'histoire sociale. Les objets, comme le marché et ses acteurs, sont devenus absolument communs en histoire de l'art. Voilà. Que la discipline s'intéresse à des objets de recherche qui dépassent donc largement, très largement, les œuvres d'art et les artistes qui les créent ne suscitent aujourd'hui plus aucun débat. C'est quelque chose qui est véritablement accepté dans le domaine de l'histoire de l'art. Et donc nos deux disciplines, sociologie de l'art d'une part, histoire de l'art d'autre part, paraissent plus que jamais cousines
est complémentaire, et il est donc absolument logique qu'elles s'irriguent mutuellement, et même qu'elles soient en grande partie substituables. Lorsque l'on travaille, comme moi, donc, en tant que sociologue de l'art, très intéressé par les œuvres, très intéressé par la matérialité de la discipline que j'étudie, ou lorsque l'on est historien, historienne de l'art, en ayant totalement conscience de cette période, de cette dimension, pardon, très sociale de la réalité étudiée, eh bien, finalement, on peut produire des analyses qui vont être extrêmement proches. La seule différence que je verrai véritablement, c'est l'outillage théorique que les sociologues se plaisent parfois à revendiquer, mais qui n'ouvrent pas toujours des perspectives absolument révolutionnaires, quoi, il faut quand même le dire. Et donc voilà, donc il y a davantage, je pense, d'écoles en sociologie de l'art qu'il n'en existe en histoire de l'art, mais par ailleurs, il me semble vraiment que la démarche aujourd'hui est extrêmement, extrêmement proche. Alors je vais finir là rapidement. Un point me permet quand même d'illustrer cela de façon saillante. Avant de venir, je me suis dit finalement par rapport à ma propre pratique, comment se répartissent les jurys de thèse auxquels je participe. Donc je regardais dans mon curriculum vitae. À ce jour, donc j'ai laissé de côté les HDR et j'ai simplement regardé les jurys de thèse. J'ai participé à peu près à une 50aine de jurys de thèse, donc en étant clairement identifié comme sociologue de l'art, et seulement la moitié sont des thèses de sociologie. Et donc l'autre moitié, ce sont essentiellement des thèses donc d'histoire de l'art. Donc vous voyez bien que les collègues historiens de l'art, historiennes de l'art, très souvent me sollicitent pour des thèses qui ne sont pas de ma propre discipline. Et je vous dis moitié-moitié, mais il y a quelque chose qui vient encore biaiser tout cela, c'est que la douzaine de thèses que j'ai encadrées moi-même sont rattachées en sociologie. Donc si on met de côté celles qui viennent inévitablement m'ancrer dans la sociologie de l'art. Je suis même plus souvent sollicité pour des thèses de sociologie de l'art en étant vraiment très identifié comme sociologue de l'art, des thèses d'histoire de l'art, que je ne le suis dans ma propre discipline. Donc ça montre bien que l'approche disciplinaire aujourd'hui entre histoire de l'art d'une part et sociologie de l'art d'autre part, elle est en partie artificielle. Un point sur lequel j'aimerais également donc, finir, c'est qu'il me semble également assez réducteur de parler donc au singulier de sociologie ou de parler au singulier d'histoire de l'art, puisque cela produit une impression d'homogénéité de chacune des deux disciplines, alors qu'on l'a déjà vu hier également, oui, j'écoutais bien parmi les différents intervenants, même au CNU, il existe des qualifications différentes en histoire de l'art selon la période à laquelle on appartient. Donc on parle toujours de l'histoire de l'art, mais je suis sûr, par exemple, il y a certaines d'entre vous, j'ai eu plein d'occasions, ou des occasions pas si nombreuses que ça, mais très riches, d'échanger, de travailler, de collaborer avec Nadège Lanieri-Dagen, avec Philippe Dagen également, mais finalement, peut-être ont-ils, elles, eu plus l'occasion de collaborer avec moi qu'avec des collègues qui sont historiens et historiennes de l'art, mais de l'Antiquité, voilà, ou d'une ère géographique totalement différente. Or, tout ça, ça produit de la segmentation à l'intérieur de l'histoire de l'art, qui est segmentée par périodisation, et puis qui est également segmentée par ère géographique de façon très forte. On l'a vu également hier à travers la communication de Léa Saint-Raymond, qui justement expliquait qu'il est très difficile après de recoller, parce qu'il existe des fragmentations institutionnelles qui, de facto, vont avoir tendance à peser sur l'organisation de notre travail et sur la façon dont on collabore avec les autres. Et de la même manière, en sociologie, je suis très éloigné de mes collègues qui sont par exemple sociologues de la maladie et de la médecine, sociologues de la ruralité ou sociologues de l'éducation. Et même à l'intérieur de la sociologie de l'art, je suis très identifié comme sociologue des arts visuels et j'ai très peu d'occasion d'échanger avec mes collègues sociologues de la musique ou avec mes collègues sociologues de la danse. Et je pense que quand on est sérieux, en tant que chercheur, on sait que l'on doit être spécialisé, et si l'on prend véritablement, là encore, au sérieux l'objet sur lequel on travaille, on recherche, on ne peut pas maîtriser toutes les pratiques artistiques, donc inévitablement, on a tendance à avoir assez peu d'échanges avec les collègues qui travaillent sur les autres objets. Voilà, donc c'est quelque chose qui va caractériser nos deux disciplines, et sociologie de l'art et histoire de l'art. Et pour finir, je vais donc terminer sur une anecdote que je trouve moi-même un petit peu amusante et qui illustrera cette idée justement sur l'histoire de l'art et la sociologie de l'art, pour vous expliquer comment je suis devenu, donc non pas véritablement historien de l'art, même si je fais de facto sans avoir le titre universitaire, donc si je n'ai pas de doctorat en histoire de l'art, je fais régulièrement des cours d'histoire de l'art, et pendant très longtemps, j'ai été réfractaire. Je ne me voyais pas parce que justement, je n'avais pas ce doctorat, donc cette autorisation à enseigner en histoire de l'art, à donner des cours. Et donc, dans ma précédente université, qui était Marne-la-Vallée,
la présidence avait créé une licence d'histoire de l'art, et puis la licence d'histoire de l'art fonctionnait avec 3 enseignantes, c'était 3 femmes, et un jour, l'une d'entre elles me contacte, et elle me dit, écoutez Alain, nous avons un petit problème actuellement, parce que, donc je peux dire qui c'est Anne Lafont, une collègue extrêmement estimable, qui travaille notamment sur le modèle noir, qui était une des premières en France à travailler sur ces sujets d'altérité, notamment en histoire de l'art, notamment elle est spécialiste du XVIIIe siècle. Elle me dit, écoutez Alain, je viens d'obtenir une délégation et je ne peux plus assurer le cours d'art contemporain et il faut absolument que vous assuriez le cours d'art contemporain. Le président de l'université refuse que nous fassions appel à des vacataires. Alors je dis, écoutez Anne, vous savez très bien, je suis sociologue de l'art, vous connaissez quand même voilà, un peu mes travaux, manifestement. Est-ce que vous avez pensé à moi? Effectivement, j'écris régulièrement sur l'art contemporain, mais je ne suis pas historien de l'art. Et elle me dit, il faut qu'on se téléphone. Donc, je téléphone à ma collègue, et elle me dit, donc vous ne voulez pas? Je dis, ah ben non, je ne suis pas historien de l'art. Et elle me dit, bon, alors je vais vous expliquer les choses de façon pédagogique. Je vous écoute. Elle me dit, voilà, nous sommes 3, donc je suis en délégation, je ne pourrai plus enseigner l'an prochain, et je suis la moderniste du département, et déjà pour moi, jusqu'à présent, faire le cours d'art contemporain, c'était un peu un effort, c'est pas du tout mon domaine de prédilection. Mais vous connaissez les galeries, les musées? Ah oui, j'y vais tout le temps. Elle dit, bon, d'accord, alors merci de m'avoir dit ça. Elle me dit, maintenant, j'ai 2 collègues qui sont susceptibles d'assurer le cours l'an prochain, le président de l'université ne voulant pas que nous fassions appel à des vacataires. L'une est spécialiste du vitrail au Moyen-Âge, et l'autre est spécialiste de numismatique grecque. Elle me dit, et mes 2 collègues détestent l'art contemporain, donc nous allons confier les étudiants, si vous refusez de venir, à 2 collègues qui détestent l'art contemporain et qui n'ont jamais mis les pieds ni dans un musée d'art contemporain ni dans une galerie. Et donc je vous donne le mot de la fin. Effectivement, j'ai accepté de prendre ce cours et c'est comme ça que j'ai franchi le pas, alors qu'au début j'étais un petit peu hésitant. Je suis devenu donc de facto enseignant en histoire de l'art, mais enseignant en histoire de l'art contemporain. Et bien entendu, c'est quelque chose qui ne m'a pas posé trop de difficultés une fois que j'ai été mis en situation, mais je ne me serais pas senti de franchir le Rubicon pour aller enseigner, bien entendu, le vitrail au Moyen-Âge ou la numismatique grecque. Je suis sûr que mes collègues étaient plus qualifiés que moi, mais bien que n'étant pas, et donc c'est le mot de la fin, historien de l'art contemporain, j'espère par mon exposé vous avoir montré qu'aujourd'hui, histoire de l'art contemporain d'une part et sociologie de l'art sont des disciplines donc, qui font bon ménage. Voilà, je vous remercie.